Il était tard dans la nuit, vers 23h47, le 12 octobre 2020, à Buckingham Palace. Tous les grands médias britanniques ont affiché le même titre sur leurs écrans. Urgence à Buckingham Palace. Quelque chose n'allait terriblement pas. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le roi Charles III avait été conduit d'urgence dans ses quartiers médicaux privés à l'intérieur du palais. En quelques minutes, le Bureau des communications royales a publié une brève déclaration soigneusement formulée. Sa Majesté est sous surveillance médicale. Pas plus de détails, pas de photos, juste le silence. Mais à l'extérieur des portes du palais, les murmures se sont amplifiés. Un témoin oculaire a déclaré au Télégraphe: « Je n'ai jamais vu une ambulance se déplacer aussi vite à travers les portes du palais. On aurait dit que des gardes criaient, que des portes claquaient. Quelque chose de grave s'est produit. Les réseaux sociaux ont explosé de spéculations. Certains ont affirmé que le roi s'était effondré dans son cabinet après avoir lu un rapport gouvernemental classifié tard dans la nuit. D'autres pensaient que c'était quelque chose de beaucoup plus personnel. À l'intérieur du palais, les émotions étaient vives, à travers les larmes. La reine Camilla a été entendue dire doucement: « Non, il a juste besoin de se reposer. Charles n'écoute jamais ses médecins. » Un collaborateur principal, la voix lourde, a ajouté: « Sa Majesté a travaillé jusqu'au tout dernier moment. » Et pourtant, le plus troublant n'était pas la soudaine maladie du roi, c'était le silence qui a suivi. Le palais était devenu complètement silencieux, et le monde entier se posait la même question. Que s'est-il réellement passé à l'intérieur de Buckingham Palace cette nuit-là? Buckingham Palace. 23h47. Les couloirs, habituellement remplis du rythme tranquille de la nuit, ont soudainement éclaté dans le chaos. Les lumières rouges du système d'alarme médicale interne clignotaient dans les couloirs, ce qui ne s'était jamais produit depuis des décennies. En quelques secondes, des gardes se sont précipités vers le bureau royal privé. Là, sur le parquet de chêne poli, le roi Charles III était étendu, immobile, une main serrant encore un dossier de documents. La ligne de signature sur la dernière page restait vierge. L'horloge au mur tic-tac impitoyablement, résonnant dans le silence qui a suivi sa chute. « Appelez le docteur, Lamb maintenant !» L'un des aides a crié. Le docteur Michael Lamb, le médecin personnel du roi depuis plus de 15 ans, est arrivé exactement 4 minutes plus tard. Son visage était pâle, son mouvement rapide et précis. Il s'agenouilla à côté du roi, vérifia son pouls, puis ordonna l'apport d'oxygène. « Il respire, mais faiblement, » dit-il sèchement. « Faites sortir tout le monde de la pièce sauf le personnel essentiel. » Les gardes obéirent, refermant les lourdes portes en acajou derrière eux. Dehors, les murmures se sont transformés en panique. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de cette pièce, mais tout le monde comprenait que quelque chose d'irréversible avait peut-être commencé. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. La reine Camilla apparut, les cheveux ébouriffés, les yeux rougis par les larmes. Elle dépassa les gardes et attrapa le bras du docteur Lamb. « Dites-moi qu'il va s'en sortir », exigea-t-elle. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, Votre Majesté », répondit-il. Puis, en regardant autour d'elle et en voyant les visages effrayés du personnel, son ton changea, froid, autoritaire, désespéré de garder le contrôle. « Personne, » dit-elle entre ses dents serrées. « Personne ne dit un mot à ce sujet. Pas une seule âme. Je ne veux pas d'un autre mois d'août noir comme 1997. Vous m'entendez ?» La pièce se tut. Tout le monde savait exactement ce qu'elle voulait dire. L'été où le monde a perdu la princesse Diana et où la monarchie s'est presque effondrée sous le tollé général, la comparaison était effrayante. Les responsables de la sécurité ont rapidement bouclé toute l'aile ouest. Les lignes de communication ont été restreintes. Les téléphones ont été confisqués. Chaque membre du personnel
a reçu l'ordre de rester où il était jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur des portes du palais, cependant, les journalistes avaient déjà senti que quelque chose n'allait pas. La lueur des flashs des appareils photo a commencé à apparaître le long des clôtures, alors que les journalistes se rassemblaient dans le brouillard, attendant une déclaration qui ne viendrait pas. À l'intérieur, le palais semblait étouffant. Chaque tic-tac de l'horloge semblait plus fort que le précédent. Un employé du palais, jeune et visiblement secoué, murmura à un collègue. Il avait l'air paisible mais pâle, trop pâle. Le collègue hocha seulement la tête, incapable de parler. Le docteur Laham se tenait au-dessus du roi, ajustant les moniteurs et murmurant des instructions aux infirmières. Il savait que dans quelques heures, le monde entier exigerait des réponses. Mais à ce moment-là, la seule chose qui comptait était de maintenir le roi en vie. Au bout du couloir, Camilla faisait les 100 pas, murmurant pour elle-même. Il travaillait trop. Je lui ai dit de se reposer. Pourquoi n'a-t-il pas écouté? Ses mots tremblaient. Une part de chagrin, une part de colère, mais surtout de la peur. Elle se tourne brusquement vers l'un des aides. Fermez la salle de presse. Pas de déclaration tant que je n'ai pas approuvé chaque mot. Oui, Votre Majesté. L'air à l'intérieur de Buckingham Palace, cette nuit-là, était lourd de tension. Pas seulement la peur de la perte, mais la peur de l'exposition. Chaque visage semblait porter la même question tacite. Qu'est-ce qui a vraiment causé cela? Un collaborateur principal, se tenant tranquillement près de la fenêtre, murmura presque pour lui-même. Sa Majesté écrivait quelque chose avant de s'effondrer. Un dossier gouvernemental, confidentiel. Camilla se figea. Quel genre de dossier? Mais l'aide ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux, comme s'il réalisait qu'il en avait déjà trop dit. Dehors, des sirènes résonnaient faiblement dans la nuit londonienne. Le palais est resté scellé, ses fenêtres obscurcies, et lorsque l'horloge a sonné minuit, le cœur de la monarchie britannique a semblé s'arrêter avec elle. Pourtant, la véritable tempête ne faisait que commencer. Parce que dans les heures qui ont suivi, des personnes qui s'étaient tues pendant des années, des employés du palais, d'anciens assistants, même des membres du cercle restreint, ont commencé à parler. Des histoires murmurées sur la santé du roi, ses peurs et le mystérieux rapport qu'il avait lu avant de s'effondrer ont commencé à faire surface. Et dans cette obscurité, où la vérité et le secret se confondaient, une seule question a commencé à hanter tous ceux qui servaient sous la couronne. Que s'est-il passé à l'intérieur de ce bureau? Et qu'est-ce que le roi essayait de dire au monde avant de tomber? Cela n'avait pas commencé cette nuit d'octobre. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois. Silencieux, presque invisibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les ignorer. En août 2025, l'apparence du roi a commencé à changer. Lors d'une visite d'État à Édimbourg, des caméras l'ont filmé en train de tousser à plusieurs reprises pendant l'hymne national. Quelques semaines plus tard, lors d'une cérémonie militaire à Windsor, sa main droite tremblait alors qu'il tentait d'épingler une médaille sur l'uniforme d'un soldat. La retransmission télévisée a rapidement coupé, mais le moment n'est pas passé inaperçu. À l'époque, les fonctionnaires du palais l'ont attribué à l'épuisement dû à un emploi du temps royal chargé. Mais à huis clos, l'inquiétude grandissait. Un initié du palais a révélé plus tard qu'il gardait un petit étui en argent dans sa poche. Des médicaments. Il prenait les pilules quand personne ne regardait. Le médecin personnel du roi, le docteur Michael Laham, l'avait déjà mis en garde contre un ralentissement. « Vous avez besoin de repos, monsieur », lui avait-il dit calmement un après-midi, après une longue cérémonie. « Votre tension artérielle est instable, et la fatigue, ce n'est pas quelque chose à ignorer. » Charles a simplement souri.
ajusté ses boutons de manchette et répondu de cette voix ferme et résolue. « Le peuple a besoin de voir que je suis fort, Michael. Il n'a pas besoin d'un roi faible assis sur le trône. » Cette phrase, « Ils n'ont pas besoin d'un roi faible », allait résonner douloureusement dans les semaines qui ont suivi. Les soins de la reine Camilla, en matière d'alarme, ont essayé à plusieurs reprises d'intervenir. Elle a annulé des dîners, écourté des tournées, et a même demandé que certaines apparitions publiques soient reportées. À chaque fois, Charles a refusé. « Tu ne peux pas continuer à faire semblant d'être invincible », lui a-t-elle lancé un soir à Clarence House. « Ce n'est pas une prétention, » répondit calmement Charles. « C'est un devoir. » Il se détourna avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant debout en silence, tiraillée entre l'amour et la colère. Mais la vérité est que le devoir n'était pas la seule chose qui pesait sur lui. Les tensions au sein de la famille royale étaient à leur comble. Des sources proches du palais ont parlé de friction entre le prince William et la reine Camilla, subtile au début, puis indéniable. William, farouchement protecteur de l'héritage de sa mère, n'avait jamais pleinement accepté l'influence de Camilla sur son père. Leurs désaccords, autrefois privés, ont commencé à se répandre dans les discussions officielles. On a murmuré que lors d'un conseil privé au début du mois de septembre, Charles avait dû élever la voix, ce qu'il faisait rarement. « Assez !» aurait dit le roi, sur un ton vif. « Cette famille ne peut pas continuer à se déchirer. » Mais alors même qu'il essayait de maintenir la monarchie unie, sa propre santé s'effondrait. Le docteur Laham a plus tard confié à un proche collègue. Il s'est poussé trop fort. Chaque jour était une performance, une bataille entre son image et son corps. À la mi-septembre, les aides du palais ont remarqué des changements subtils. Le roi faisait souvent une pause pour reprendre son souffle entre les réunions. Son écriture, autrefois élégante et stable, a commencé à trembler. Pourtant, il a continué à signer des documents, à prononcer des discours et à saluer la foule avec ce même sourire rassurant. Lors d'un événement caritatif à Cardiff, il s'est appuyé lourdement sur sa canne, mais lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il se sentait bien, il a ri et a dit « Parfaitement bien, merci. Je vieillis, je suppose. » Ceux qui le connaissaient le mieux ont vu le mensonge dans ses yeux. Camilla, désespérée, a essayé une dernière fois. Tard dans la nuit, elle se tenait près de son bureau, la voix tremblante. « Charles, s'il te plaît, tu ne prouves pas ta force. Tu joues avec ta vie. » Il leva les yeux des papiers qu'il avait entre les mains, les yeux fatigués, mais fiers. « Si le peuple cesse de croire en la couronne, alors tout ce que nous avons construit, tout ce que ma mère a défendu s'effondre. Je ne peux pas permettre cela, » murmura Camilla. « Et que se passe-t-il quand tu t'effondres ?» Il ne dit rien, baissant simplement les yeux, comme si la question elle-même blessait plus que n'importe quelle maladie. À l'extérieur du palais, la presse a recommencé à spéculer. La fatigue est devenue l'explication officielle de chaque événement annulé, mais ceux qui étaient à l'intérieur de Buckingham Palace savaient ne mieux. La santé du roi déclinait, et personne n'osait l'admettre. Au début du mois d'octobre, les médecins de Charles ont augmenté sa médication. Ses assistants ont remarqué qu'il oubliait souvent de petits détails, les noms des diplomates, l'ordre des briefings, et pourtant, il a insisté pour assister à chaque engagement de son calendrier. Le docteur Laham a averti Camilla en privé. Il ne s'arrêtera pas tant que quelque chose ne l'y forcera pas. Ces mots se révéleraient prophétiques, car seulement 10 jours plus tard, ce quelque chose est arrivé. Un effondrement tard dans la nuit à l'intérieur du bureau royal qui allait plonger tout le pays dans le choc. Et alors que la force du roi s'évanouissait, l'unité fragile de la maison royale s'estompa également. Les vieilles loyautés ont commencé à se fissurer. Les doutes murmurés se sont transformés en méfiance ouverte, car lorsqu'une couronne commence à vaciller, même les mains destinées à la protéger commencent à trembler.
Et alors que sa santé déclinait, la confiance au sein de la famille royale a commencé à se fracturer. Lorsque le prince William s'est précipité à Londres, l'atmosphère à l'intérieur de Buckingham Palace était déjà étouffante. Les rumeurs concernant la détérioration de l'état du roi s'étaient répandues plus vite que le palais ne pouvait le contrôler. Et au moment où William est arrivé, la tension entre lui et la reine Camilla avait atteint son point de rupture. Il n'a pas attendu les formalités. « Je dois voir le médecin de mon père », exigea William, sa voix ferme, ses yeux inébranlables. Camilla, debout près de la cheminée du salon, ne broncha pas. « C'est une affaire privée entre Charles et moi, » rétorqua-t-elle. « Vous n'avez pas le droit de vous immiscer. » L'air se figea. William. Tout le monde dans la pièce savait qu'il s'agissait de plus qu'un désaccord sur la confidentialité médicale. C'était une collision entre deux mondes, l'un défini par le sang, l'autre par le pouvoir. William fit un lent pas en avant. « Je ne suis pas un spectateur qui regarde mon père s'éteindre, » dit-il froidement. « Je suis son fils, et je ferai tout ce qu'il faut pour le protéger, même de vous. » Derrière les lourds rideaux de velours, l'horloge du palais sonna midi. Mais le temps sembla s'arrêter. Les serviteurs firent semblant de ne pas entendre. Les gardes détournèrent les yeux, et même les portraits des monarques passés semblèrent regarder en silence, en jugement. La princesse Anne entra, sa présence étant un bref éclair de calme au milieu du chaos. Elle avait toujours été l'encre de la famille, la voix de la raison lorsque les esprits s'échauffaient. « Assez, » dit-elle, s'interposant entre eux. « Cela n'aide pas Charles. Si nous continuons à nous déchirer, au moment où il se réveillera, il ne reconnaîtra même plus sa propre famille. » Ces paroles planèrent dans l'air comme l'écho d'une prophétie, mais ni William ni Camilla ne cédèrent. Pour William, il s'agissait de vérité, de la suspicion croissante que sa belle-mère cachait quelque chose. Depuis que la santé de Charles a commencé à décliner, Camilla a renforcé son contrôle sur qui pouvait le voir, ce qui était dit à la presse, et même quel médecin était autorisé à l'approcher. Pour William, c'était comme un mur qui se construisait entre le père et le fils. Pour Camilla, il s'agissait de survie. Elle avait passé des décennies à se battre pour la légitimité, à se frayer un chemin depuis les ombres du scandale jusqu'au trône aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Elle n'allait laisser personne, et surtout pas le fils de Diana, lui enlever cela. Et ainsi, les lignes de bataille ont été tracées en plein cœur de Buckingham Palace. Anne essaya de nouveau, sa voix tremblant de frustration. « Nous sommes censés être une famille, » dit-elle. « Mais en ce moment, nous ressemblons à des ennemis qui se battent pour un royaume qui nous échappe. » William se détourna, sa mâchoire se crispant. « Famille, » murmura-t-il. « Ce mot ne veut plus dire grand-chose, n'est-ce pas ?» Camilla lui lança un regard acéré, mais ne dit rien. Pendant un bref instant, même elle sembla ébranlée par la tournure qu'avaient prise les événements. À l'extérieur des portes du palais, le monde attendait en silence. Les journalistes campaient le long du Mail, leurs caméras prêtes, leurs microphones tremblant dans le vent. Partout en Grande-Bretagne, les écrans de télévision clignotaient avec des alertes d'actualité et le public retenait son souffle. Les médecins du roi sont restés silencieux. Le palais n'a fait aucune déclaration. Et derrière ces anciens murs de pierre, l'avenir de la monarchie ne tenait qu'à un fil, pris entre le désespoir d'un fils et la défiance d'une reine. Chaque murmure, chaque réunion à huis clos, chaque regard échangé dans ces couloirs pesait lourd. Les membres du personnel parlaient à voix basse de disputes derrière des portes verrouillées, d'Anne qui partait en larmes après une autre tentative infructueuse de médiation. On disait qu'un soir, William s'était tenu devant la chambre privée de son père pendant près d'1 heure, attendant d'être autorisé à entrer, tandis que Camilla refusait de lui en accorder l'accès. Lorsqu'il entra enfin, Charles dormait,
sa respiration superficielle. William s'assit à côté de lui en silence, réalisant pour la première fois à quel point tout était vraiment fragile. Non seulement la santé de son père, mais aussi l'unité de la famille royale elle-même. L'avertissement d'Anne résonna dans son esprit. Si nous continuons comme ça, quand Charles se réveillera, il ne nous reconnaîtra plus. Et alors que les lumières du palais diminuaient, une vérité glaçante commença à s'imposer. La véritable bataille n'était pas seulement pour le trône ou la couronne, c'était pour ce qui restait de la famille derrière elle. À l'aube, Londres semblait plus froide que d'habitude. L'air à l'extérieur de Buckingham Palace portait une étrange lourdeur, le genre qui survient lorsqu'une nation sent que quelque chose ne va terriblement pas, mais que personne n'ose le dire à haute voix. En quelques heures, le hashtag #PrayForTheKing a inondé tous les coins d'Internet. Des clips TikTok, des publications X et des diffusions en direct sur YouTube ont montré des personnes se rassemblant près des portes du palais, des bougies tremblant dans le vent d'octobre. Quelqu'un a murmuré qu'il avait vu les rideaux des quartiers privés du roi tirés depuis minuit. Quelqu'un d'autre a prétendu avoir entendu des pleurs provenant de l'étage supérieur. Mais du palais lui-même, rien. La BBC a diffusé des mises à jour soigneusement formulées, répétant la même phrase. Sa Majesté reste sous surveillance médicale. Pourtant, le silence entre ces mots s'est amplifié à chaque heure. Les sections de commentaires se sont remplies d'accusations. Pourquoi ne nous disait-il pas la vérité? Est-il déjà parti? Où est William? Pourquoi ne s'est-il pas exprimé? L'un des propres correspondants du réseau hors caméra a dit à un collègue « Ils ont reçu l'ordre de retenir l'information. Il ne s'agit pas seulement de santé, il s'agit de contrôle. » En soirée, la tension s'était transformée en fureur. Partout en Grande-Bretagne, les journaux ont essayé de confirmer les fuites provenant d'initiés du palais, mais les appels sont restés sans réponse. Le bureau de presse royal a complètement interrompu la communication. Un journaliste a décrit cela comme un blackout numérique au cœur de la monarchie. Un ancien conseiller anonyme, s'adressant au Guardian, a avoué « Le palais cache la gravité de la situation. Ils ont peur de la panique que cela provoquerait si le roi ne pouvait plus régner. Camilla prend déjà des dispositions discrètes. Elle se prépare à une régence temporaire. La déclaration, une fois publiée, a explosé comme un feu de forêt. Pour la première fois, la sympathie du public a commencé à se fracturer en suspicion. La reine consort en savait-elle déjà plus qu'elle ne l'admettait? Dans un pub près de Hyde Park, 2 hommes débattaient en buvant leur pinte. « Mec, c'est le même schéma que pour Diana », dit l'un avec amertume. Silence, déni, puis désastre. Son ami hocha la tête, fixant la télévision en sourdine qui diffusait des images sans fin des portes du palais. Nous leur avons fait confiance une fois, je ne suis pas sûr que nous devrions le refaire. À l'extérieur du palais, une femme d'une 60aine d'années tenait une photo encadrée de Charles datant du jour de son couronnement. Les journalistes l'ont entourée alors qu'elle retenait ses larmes. « Nous avons perdu Diana parce qu'ils sont restés silencieux. » Elle a dit « S'il vous plaît, ne laissez pas l'histoire se répéter. » Ces mots se sont répandus en ligne en quelques minutes, partagés des milliers de fois, faisant écho à une peur que personne n'osait nommer directement. La monarchie était au bord d'une autre tragédie, et cette fois, le silence pourrait être sa perte. Derrière les murs du palais, ce silence était tout sauf calme. Les courtisans murmuraient dans leur quartier. Les gardes échangeaient des regards anxieux. Des rumeurs circulaient selon lesquelles William avait été enfermé dans une réunion houleuse avec de hauts conseillers, exigeant la transparence. Camilla, quant à elle, se serait isolée dans les chambres privées du roi, refusant de répondre aux appels. Même les commentateurs royaux chevronnés étaient déconcertés. L'un d'eux a écrit « Je couvre la monarchie depuis 30 ans, mais je ne les ai jamais vus aussi silencieux.
aussi paralysés par la peur. Et pourtant, dans toutes les villes du Royaume-Uni, de Manchester à Édimbourg, des gens se sont rassemblés pour des veillées, allumant des bougies et chantant doucement dans la nuit froide. Ce n'était pas seulement du chagrin qu'ils ressentaient, c'était une trahison. La deuxième nuit, des manifestations ont commencé à se former devant le siège de la BBC. La foule scandait « Dites-nous la vérité, nous méritons de savoir ». En réponse, la police a bouclé la zone autour de Buckingham Palace, invoquant des problèmes de sécurité. Des hélicoptères ont tourné au-dessus de leur tête. Pour la première fois depuis le décès de la reine, Londres avait l'impression d'être une ville retenant son souffle. À l'intérieur du palais, les couloirs qui résonnaient autrefois de cérémonies ne portaient plus que des murmures. Un préposé a été entendu marmonner. Ils attendent le bon moment. Mais que se passe-t-il si ce moment ne vient jamais? À 23h52, le bureau de presse royal a publié un dernier communiqué énigmatique. Une mise à jour officielle concernant l'état de santé de Sa Majesté sera publiée en temps voulu. La famille apprécie la compréhension et les prières de la nation. Pas d'heure, pas de date, pas de réconfort. Alors que le monde actualisait ses écrans, attendant un signe de vie ou de perte, l'horloge de la tour du palais a sonné minuit. La foule à l'extérieur s'est tue. Même le vent semblait s'arrêter. Et puis, comme si elle résonnait à travers le cœur même du royaume, est venue la phrase qui allait définir cette nuit pour toujours. Nous avons perdu Diana parce qu'ils sont restés silencieux. S'il vous plaît, ne laissez pas l'histoire se répéter. La lumière du matin sur Buckingham Palace était pâle et impitoyable. Des journalistes se sont alignés devant les portes noires, leur souffle visible dans le froid d'octobre. Pendant 2 jours, la Grande-Bretagne a attendu en silence. Et maintenant, enfin, le palais était prêt à parler. À 8 heures précisément, le secrétaire de presse royal s'est avancé vers le podium. Les caméras ont cliqué en succession rapide, leur rythme mécanique faisant écho à la tension dans l'air. Il a déplié un morceau de papier, sa voix tremblant légèrement en lisant. L'état de santé de Sa Majesté nécessite une convalescence prolongée. Toutes les fonctions publiques sont suspendues indéfiniment. Un murmure a traversé la foule. Pas de détails, pas d'explication médicale, pas d'assurance, juste une incertitude ouverte. Les mots « suspendus indéfiniment » ont frappé comme un coup de tonnerre. Quelques instants plus tard, la reine Camilla est apparue. Sa broche en perles brillait faiblement sous les lumières vives, un symbole fragile de calme qu'elle pouvait à peine retenir. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait le microphone. Pendant une seconde, elle ferma les yeux comme pour rassembler le reste de ses forces. « Le roi a besoin de temps », dit-elle doucement, sa voix se brisant sur le mot « roi ». « Et nous avons besoin de vos prières. » Son expression était tendre, mais distante, comme celle de quelqu'un qui parle depuis le bord du désespoir. Lorsqu'elle se tourna pour partir, les caméras l'ont captée. Le scintillement dans ses yeux, ce flash de peur qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était autre chose. Dans l'heure qui a suivi, les médias de tout le pays ont interrompu leur programme pour une couverture spéciale. Le présentateur de la BBC a parlé d'une voix étouffée, qualifiant cela de « moment de réflexion nationale ». Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les réseaux sociaux ont explosé d'incrédulité. Convalescence prolongée, c'est juste un code pour quelque chose de pire. Pourquoi Camilla parle-t-elle à la place du Premier ministre? Où est le prince William? Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. À midi, le prince William est apparu devant le palais de Kensington, portant un costume sombre et une expression sculptée dans la pierre. Debout derrière une rangée de microphones, il a parlé lentement, délibérément. « La santé de mon père reste la priorité de notre famille. Jusqu'à ce qu'il se rétablisse, j'assumerai temporairement les fonctions de Sa Majesté. »
Les mots ont atterri avec poids et solennité. C'était une déclaration qui sonnait à la fois respectueuse et discrètement révolutionnaire. Pour la première fois, l'héritier du trône avait publiquement pris la place de son père. À l'intérieur du palais, les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Les courtisans ont échangé des regards nerveux. Certains ont dit que Camilla avait été prise de court par l'annonce de William. D'autres ont insisté sur le fait qu'elle s'y attendait et la craignait depuis le début. Cet après-midi-là, le Times a titré « Un royaume en transition ». Pendant ce temps, le Daily Mirror a demandé sans ambages « Qui règne maintenant, Camilla ou William ?» Le public s'est également divisé en deux. Les partisans de William le considéraient comme la main ferme dont la Grande-Bretagne avait besoin, un fils protégeant à la fois la couronne et le pays. D'autres ont plaint Camilla, la dépeignant comme une femme isolée dans le chagrin, éclipsée par la famille qui ne l'a jamais vraiment acceptée. Les experts royaux ont rempli les ondes, disséquant chaque geste, chaque phrase. Il ne s'agit pas seulement de santé, a déclaré un analyste sur Sky News. Il s'agit de pouvoir. Et pourtant, au milieu du bruit, il y avait toujours ce silence obsédant venant de Buckingham lui-même. Pas de photos du roi, pas de messages vidéo, pas de réconfort, seulement des rideaux tirés derrière les fenêtres du palais. Dehors, les foules se sont rassemblées une fois de plus, avec des fleurs et des bougies. Une petite fille a déposé une note contre la porte de fer. On pouvait y lire simplement « Rétablissez-vous vite, Votre Majesté ». Mais les adultes à proximité ont échangé un regard différent, un regard qui disait qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il y aurait un rétablissement du tout. Au coucher du soleil sur Londres, une seule phrase a commencé à circuler en ligne, répétée dans les gros titres et murmurée dans les pubs. Qui règne vraiment sur Buckingham Palace maintenant? Cela a commencé par un murmure à l'intérieur des murs du palais. Un murmure qui s'est répandu discrètement, mais qui a frappé comme la foudre une fois qu'il a atteint les bonnes oreilles. Un haut fonctionnaire, s'exprimant sous le strict couvert de l'anonymat, a révélé que le roi avait laissé une lettre manuscrite à sa sœur. La princesse Anne, quelques heures seulement avant de s'effondrer dans son bureau privé, la lettre scellée du sceau royal portait des mots qui l'ont glacée jusqu'aux os. « Si je ne me réveille pas, garde l'honneur de notre nom. Ne laissez personne transformer la couronne en une affaire. » Ces dernières lignes, simples mais accablantes, laissaient entrevoir ce que Charles craignait le plus. Non pas la mort, mais la trahison. Anne relut la lettre encore et encore. Ses mains tremblaient, son esprit s'emballait. Les implications étaient impossibles à ignorer. Des rumeurs circulaient déjà depuis des semaines au sujet de l'influence croissante de Camilla à huis clos. Certains murmuraient qu'elle avait exhorté à un plan de transition accéléré, un arrangement qui transférerait discrètement le pouvoir de décision entre ses mains sous le couvert d'une régence temporaire. Anne ne pouvait plus rester silencieuse. Ce soir-là, elle demanda une audience privée avec Camilla dans le salon de la reine. Une pièce si silencieuse que même le tic-tac de l'horloge semblait hésiter à rompre le silence. Camilla entra, vêtue impeccablement comme toujours, son visage calme, mais ses yeux attentifs. Anne se tenait près de la fenêtre, la lettre du roi pliée soigneusement dans sa main. « Anne, l'aimez-vous lui ou la couronne qu'il porte ?» Camilla s'arrête, sa voix ferme mais tranchante. « J'aime l'homme que vous n'avez jamais compris. » Anne, alors prouvez-le. « Arrêtez de traiter cette famille comme votre scène, » dit froidement Camilla. « Et que voudriez-vous que je fasse? Regardez tout ce qu'il a construit s'effondrer pendant que vous vous cachez derrière la tradition. » Les deux femmes se fixèrent, l'air entre elles lourd de décennies de ressentiment. Anne voyait en Camilla non seulement une rivale, mais le symbole de tout ce qui avait fracturé la vie de son frère. Camilla, à son tour, voyait un jugement, dur, royal,
éternelle. Lorsque la réunion prit fin, personne n'en parla, mais ceux qui étaient à proximité pouvaient sentir le froid qui suivait. Les serviteurs murmuraient que les portes claquaient plus fort que d'habitude, que des voix s'élevaient dans des couloirs qui étaient censés rester silencieux. Le palais, habituellement si méticuleusement ordonné, semblait maintenant hanté par des secrets qui refusaient de rester enfouis. Anne retourna dans ses quartiers ce soir-là et plaça la lettre du roi dans un tiroir verrouillé. Elle la fixa longuement avant de murmurer à voix basse « Je ne les laisserai pas te détruire ». À l'extérieur, les cloches de Westminster sonnèrent faiblement à travers le brouillard, résonnant à travers Londres comme un avertissement. Et dans ce silence, derrière ces portes dorées, une décision se préparait, une décision qui non seulement déterminerait l'avenir de la monarchie, mais révélerait qui était vraiment prêt à protéger la couronne à tout prix. Buckingham Palace est resté silencieux. Pas de nouvelles déclarations, pas de paroles rassurantes. Seuls les murs de pierre froide se dressent, gardant une vérité que personne n'ose dire. Le prince William a été vu arrivant discrètement dans un hôpital privé, son visage pâle, ses yeux lourds d'un poids que lui seul peut comprendre. Il n'a rien dit à la presse. Camilla, quant à elle, a disparu de la scène publique, se retirant dans son domaine du Wiltshire. La princesse Anne a été la seule à s'avancer, sa voix ferme, mais ses yeux brillants en disant doucement « Je ne peux dire qu'une chose, Sa Majesté se bat toujours. » Partout en Grande-Bretagne, un froid familier a envahi la nation. Beaucoup ont comparé ce moment à ce sombre été 1997 où le pays a perdu Diana et où quelque chose à l'intérieur de la nation s'est brisé à jamais. Et maintenant, alors que les lumières à l'intérieur de Buckingham vacillent sur la nuit londonienne, on a l'impression que quelque chose d'autre s'effondre. Pas la couronne elle-même, mais la foi de millions de personnes qui croyaient autrefois qu'elle était inébranlable. Et si le roi Charles ne revient jamais, la Grande-Bretagne est-elle vraiment prête pour un nouveau roi nommé William ?